FM, FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bonjour à vous, monsieur Alou Ba. Bonjour. Tout le plaisir de vous recevoir. Merci, toujours un plaisir de venir chez vous. Bonjour Merci. à tous vos auditeurs et bonjour à l'ensemble des travailleurs de FIM. Merci de répondre à notre invitation. Première question, Talibé Bari. Alors, on va parler de la CRIEF et donc des crimes économiques. Plusieurs anciens hauts dignitaires du régime Déchi j'étais en prison. Et pour beaucoup, la démarche ou la méthode de la CRIEF est discutable. Quelle lecture faites-vous justement de ces différentes procédures? Bon, écoutez, vous savez, nous faisons partie de ceux qui ont toujours milité ou souhaité que pour une fois qu'on essaye d'en finir avec la culture chronique de l'impunité dans notre pays. Même lorsque nous combattions le troisième mandat et toutes les dérives de l'ancien régime, nous n'avons jamais cessé de dire qu'au-delà du fait que ce soit un régime, il y aura, comme il y a eu un passé, il y a un présent, il y aura toujours un futur. Et que pour ça, il fallait faire très attention aux actes qu'on pose et les propos qu'on tient. Et que chaque fois que vous vous êtes adossé sur la loi et sur la morale, vous ne regrettez pas, quel que soit le temps que ça prend. Ouais. Mais il se trouve que certains ont Surtout voulu sous la que morale, ce soit tout à fait, ils ont voulu que ce soit ainsi. Alors voir aujourd'hui les anciens dignitaires du précédent régime poursuivis, pour nous c'est une satisfaction parce que le principe de redevabilité, oui, le principe de redevabilité dans la gestion publique est un principe qui doit être sacré. Et il se trouve que ceux qui ont géré la Guinée, que ce soit sur le plan financier, que ce soit dans la sphère de décision administrative, ils ont l'obligation de rendre compte par rapport à leur gestion. Mais nous avons toujours soutenu que quel que soit ce qu'ils sont ou ce qu'ils pourraient être, qu'on respecte leur droit à se défendre. Et le principe aussi de la présomption d'innocence soit respecté, donc ils ne sont pas des coupables de fait. Donc ils doivent être soumis à une procédure de contradiction sur la base de la loi. Et qu'au bout, si le droit tranche en leur défaveur, bien entendu, la loi est au-dessus de tout le monde, elle est impersonnelle. Mais il ne faudrait pas simplement manipuler aussi la justice. Nous ne soutiendrons pas si la justice elle est manipulée pour des fins politiques ou d'autres raisons. Donc il n'y a pas de règlement de compte à faire. Mais c'est tout à fait normal que lorsqu'on gère, qu'on rende des comptes. Surtout pour le cas de la Guinée, avec tout ce que nous avons enduré avec le précédent régime, que ce soit sur les questions de droits de l'homme, que ce soit sur les scandales de détournement financier, l'enrichissement illicite. Donc il y a beaucoup de raisons qui justifient qu'ils soient là où ils sont. Maintenant, à la CRIEF de faire en sorte qu'elle puisse parfaire sa méthode, sa façon de travailler. Je ne suis pas spécialiste du droit. C'est vrai que ça fait du bruit, mais naturellement, la Guinée vient de loin. On ne peut pas tout de suite être parfait en termes de procédure, mais il faut aller vers la perfection. Bien dit. Bien, c'était donc l'entrée en matière au compte de cette interview, de ce grand oral avec notre invité précis du jour, M. Alou Ba, président du parti Modèle. On poursuit cette interview derrière l'écran public, un nouveau point info sur FIM FM. On revient dans quelques minutes. Continue cette interview avec vous, Mohamed Kaba. Alors monsieur le Président, comme a annoncé en début de mission, les anciens dignitaires sont à la CREF. C'est un sujet qui a été évacué, même s'il pose polémique. En filigrane, vous avez même questionné la méthode CREF. C'est le cas par exemple du Premier ministre Kassori. Vous avez certainement suivi la réaction d'un de ses proches, l'honorable Habib Baldé, qui dit que après plus d'un mois de détention, aucune charge officiellement n'est connue contre l'ancien Premier ministre. Aucune charge et aucune accusation formelle. Bon, je crois que c'est... Ni sur un dossier précis, ni sur un montant quelconque. Mais je crois que ceci doit arriver à l'occasion du procès éventuel qui s'ouvrira parce que je considère qu'ils sont au niveau des phases préliminaires, loin de moi d'avoir la prétention de maîtriser l'ensemble de la procédure, encore moins des textes législatifs qui s'appliquent sur la procédure. Ce n'est pas du tout mon rôle et mon domaine. Mais je considère que la procédure est en cours parce qu'ils sont en détention. Donc certainement, ceux qui les reprochent de quelque chose ont des charges contre eux et il faudrait bien. Quelquefois, la justice, elle est lente. Ce n'est pas qu'en Guinée. Je pense que ce serait bien
d'examiner tout ça de près et de faire en sorte qu'il y ait à l'issue un procès équitable, Bien. au lieu aussi de faire quelque chose d'expéditif et qu'on se retrouve avec des coupables ou présumés coupables qui deviendront des victimes par la suite, et vous savez les conséquences que cela pourrait générer. Donc je considère que la CRIEF, comme on l'a dit, elle doit pouvoir s'améliorer, elle doit pouvoir affiner sa façon de faire et faire en sorte que seul le droit prime sur l'ensemble des procédures et que la dignité des uns et des autres soit respectée, leurs droits soient respectés, mais qu'au bout, que les Guinéens puissent savoir qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ceux qui ont géré le pays pendant les 11 dernières années. Et bien entendu, on peut faire extension de ça sur d'autres situations. Mais nous avons tous rêvé quand même d'une justice qui a tellement manqué à notre pays. Il faudrait bien qu'on commence à la bâtir. Je considère que ce n'est pas la transition qui va faire suffisamment dans ce sens-là, mais il faudrait que des indices puissent sortir de cette transition et qu'au bout, les Guinéens qui seront élus à l'issue de la transition puissent continuer à performer notre appareil judiciaire. Alors, M. Ba, vous l'avez réclamé et enfin vous l'avez obtenu. Des poursuites sont désormais annoncées contre Alpha Condé et 26 26 autres personnalités de son régime. Est-ce qu'une victoire selon vous par rapport au crime de sang? Une victoire victoire, j'emploierai pas du ce terme FNDC parce que qui est à l'origine quand même de la plainte. Oui. Vous savez, nous avons milité pour ça, nous avons souhaité cela et cela ne change pas. Nous sommes restés, même quand il était au pouvoir, nous avons toujours dit, et d'ailleurs le FNDC a beaucoup travaillé à mobiliser de la documentation. Nous avons répertorié un certain nombre de choses qui aujourd'hui, à travers nos avocats au niveau intérieur et au niveau international, sont en train de s'activer. Ouais. Donc nous pensons qu'au-delà de tout, que ceux qui ont tué ou fait tuer, ou ceux qui ont détourné des ressources publiques doivent répondre et que les Guinéens ont droit à la vérité et à la justice. Vous savez, quand on se met à la place de toutes ces familles, moi, il m'arrive de me remémorer un certain nombre de choses. Ouais. Pensez à la dame qui a été prise en otage à Wanindara, par les en policiers. bouclier. Vous vous souvenez de ces bouclier images? humain, ouais. Pensez à cette famille qui avait perdu 2 de ses enfants et qui a été aussi fait l'objet d'une expédition punitive pendant qu'ils étaient en train de faire les salutations d'usage pour le deuil. C'était aussi à Wanindara, quelque part. On a tiré sur les gens. Pensez à tous ces cimetières qui ont été investis par des gaz de jet lacrymogène. À un moment donné, nous ne pouvions pas faire des cortèges funèbres ici. On a eu des victimes qu'on voulait enterrer. Et puis, on nous a pourchassés un peu partout. Même les lieux de culte, les mosquées, à un moment donné. Il y a eu beaucoup d'atrocités dans ce pays. Il ne faudrait pas qu'on ait la mémoire courte pour dire que tout ceci n'a été fait par personne. Il y a la responsabilité hiérarchique par rapport à ça. Ceux qui avaient des positions de commandement, ils sont encore là, ils sont identifiables. Parce que si on continue à perpétuer l'impunité, nous ne bâtirons jamais un État. Ce qui nous a jamais, ça a toujours manqué. Au-delà des questions de militantisme, j'aime celui-ci, je n'aime pas celui-là, mais il faudrait bien que la justice tranche sur les différents sujets et qu'on ait de la consolation pour les familles des victimes, parce qu'on ne peut pas garantir l'unité nationale si toutefois on méprise ceux qui ont été victimes de la violence. Est-ce qu'il y a des raisons de croire que cette procédure qui a été déclenchée par, en tout cas, le procureur Charles White, que cette procédure aboutira à des condamnations, à des sanctions contre les présumés auteurs de ces atrocités? J'ose espérer et nous devons tous souhaiter que lumière soit faite sur la plupart des dossiers dont on parle. Le procureur Charles Wright et d'autres quand même font preuve de courage et de responsabilité quand ils s'engagent sur des dossiers comme cela. Mais encore une fois, cela doit se faire avec un professionnalisme irréprochable. Bien, allez-y cabinet, on reste sous les crimes de sang. Monsieur Ba, il y a des poursuites qui ont été annoncées contre les organisateurs de manifs. Est-ce que vous pensez là comme d'aucuns, que le procureur fait un peu dans une sorte d'équilibrisme, ou il faut plutôt voir cela comme une façon de questionner un peu les actions des uns et des autres? Peut-être Est-ce que les organisateurs des manifs méritent aussi d'être inquiétés, d'être poursuivis? Non, je ne pense pas, parce que la plupart, ou je peux dire toutes les manifestations, en tout cas auxquelles moi j'ai participé et dont je connais les préparations,
ont des manifestations qui ont été tenues à l'issue d'un ensemble de procédures. On a lancé toujours des courriers aux autorités compétentes. On a toujours demandé à ce que ces manifestations soient encadrées. Et toutes les fois qu'il y a eu des refus de permettre ces manifestations-là, c'était des refus qui ont bénéficié d'une réaction de nos avocats, de nos conseillers juridiques, pour démontrer que ce n'était pas adossé à la loi. Donc je crois que nous n'avons jamais versé dans la subversion. Nous avons toujours respecté les procédures légales en matière de manifestation. Il y a eu de la répression, il y a eu de la violence. Et ce qu'on souhaite est que l'État clarifie tout ça. Mais on ne peut pas avoir des visées... On ne peut pas occulter aussi le fait que, on peut pas occulter le fait aussi que vos manifestations, comme le procureur a motivé sa décision, des manifestations ayant entraîné, occasionné mort d'hommes, destruction du bien public ou privé, donc devrait faire l'objet de poursuites judiciaires. Mais écoutez, que des enquêtes se fassent. Pour tout ce qui est en rapport avec la violation des lois, nous ne pouvons pas nous opposer à ce que des enquêtes soient menées dans ce sens-là. Mais toujours est-il que la violence urbaine en Guinée, on en sait un peu ses caractéristiques. Et il se trouve que ceux qui ont détruit, par exemple, des biens publics ou privés, ils n'ont pas le droit de le faire. Et je ne me rappelle pas une seule fois avoir entendu un acteur politique ou un acteur social dans le cadre des manifestations avoir appelé à la violence ou avoir demandé à ce que quelqu'un fasse des actes qui sont répréhensibles. Et justement, il faudrait bien se dire que la responsabilité peut être à la fois individuelle et collective. Il y a des actes pour lesquels, bien entendu, des enquêtes peuvent être menées et cibler des personnes qui auraient posé des actes de ce genre. Mais bien entendu, s'ils doivent répondre à la justice, il faut bien que la justice fasse son travail. C'est vraiment là-dessus que j'attendais Aliou. Ouais, parce absolument. que, en fait, c'est plutôt une opinion là que j'exprime qu'une question. Mais je me rends compte qu'on a plus ou moins le même point de vue. Parce que c'est là où il y aura un peu la complexité dans le versant plainte contre les organisateurs de manifs, par exemple. Il y a eu des manifs, par exemple, où les organisateurs ont dit notre itinéraire sera Tannery, point 8 novembre aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a des actions de destruction de biens privés ou publics qui sont arrivés sur d'autres itinéraires qui sont autres que les itinéraires qui ont été préalablement définis par les organisateurs. Et donc, qui se sont pris à des gens, à des véhicules privés ou à des magasins ou, je ne sais pas, à des édifices publics. Okay. Donc, si jamais l'État a des moyens, des dispositifs, a des preuves pour intercepter ces genres de personnes, la question c'était de voir est-ce que M. Aliou serait en train de défendre quelqu'un comme ça. Et c'est en cela que j'ai pris l'exemple du jeune homme la dernière fois, même si on me dit qu'il a été pris, qui a grimpé à ce poteau et qui a arraché la caméra publique, enfin, cette caméra, qui est quand même un bien public. Alors qu'aucun leader politique ne l'a appelé à cette action-là. Okay. Est-ce que ce genre de situation, vous ne soutiendrez pas pour tout simplement dire que parce que c'était en marge des manifs? Aussi à cela, tous ceux qui se font casser les véhicules, souvent les jours de manif, est-ce qu'il faut se dissocier de ces gens-là? Parce que parfois on a l'impression qu'il y a un fourre-tout, ces gens s'engouffrent un peu dans les manifs et tout, au point parfois qu'on a l'impression que les politiques et les organisateurs... Et la difficulté à Bakar... Bien, on va aller très rapidement sur la transition. La difficulté qui me semble là, c'est que c'est a posteriori qu'on fait ça ou avant? Parce que quand le CNRD est venu, ils ont ouvert les portes des prisons. Donc tous ceux qui avaient été interceptés à l'époque pour la bonne ou la mauvaise cause ont été libérés. Oui, est-ce qu'on a des images en caméra? Est-ce qu'on va les rappeler encore, tous ceux qui étaient en prison? C'est la question. D'abord, soyez rassurés que je ne soutiendrai pas la violence, quelle que soit sa forme. D'abord, je suis quelqu'un qui n'est pas violent ni verbalement ni physiquement, c'est pas ma nature. Et le combat politique dans lequel je suis n'est pas un combat orienté vers la promotion de la violence. Il y a forcément des cas isolés, il y a des cas pour lesquels, bien entendu, qui sont répréhensibles. On ne peut pas cautionner que quelqu'un s'empare d'un bien privé, d'un bien public, ou qu'il pose un acte qui soit en dehors de ce que la loi lui permet de faire et que celui-ci soit soutenu. En tout cas, il ne le sera pas de ma part. Mais je me rends compte que déjà pour tout ce qu'on a eu à organiser comme activité, encore une fois, lorsque vous informez l'autorité publique de l'initiative d'organiser une manifestation pour exprimer un désaccord, une désapprobation et quelquefois même une colère saine par rapport à une situation,
le rôle de l'État, c'est d'encadrer. Et l'État ne l'a pas fait assez. Il faudrait bien le dire. Parce qu'à chaque fois qu'on le faisait, c'est comme si l'État était en compétition avec les acteurs politiques, alors que l'État, c'est l'équivalent du père de famille. C'est celui-ci qui devait veiller à l'encadrement à la fois de ceux qui étaient d'accord et de ceux qui n'étaient pas d'accord. Nous n'avons jamais manqué notre devoir d'informer. Et je crois que la lutte contre le troisième mandat, tous ceux qui se sont embarqués dans cette lutte et qui ont pris des initiatives qui sont conformes à la loi, ce qu'ils méritent, ce sont les honneurs de la République. Parce que quoi qu'il en soit, si le CNRD est là, c'est qu'il a déposé un régime qui était à la fois illégal et illégitime. Et c'est contre ce régime que nous nous sommes aussi battus. Donc dans ce sens-là, nous et le CNRD n'a fait qu'accomplir, parachever un travail que nous avons mené. Donc il n'est pas question de nous faire des reproches par rapport à cet aspect-là. Bien, peut-être avant de parler de la durée, de la question centrale de la durée et donc du chronogramme, un mot sur le débat qui a lieu en ce moment sur l'opportunité ou pas de permettre à l'ancien président Alpha Condé d'aller poursuivre ses soins à l'étranger. Des informations indiquent son état de santé depuis qu'il a été forcé à rentrer se dégraderait de jour en jour. Est-ce que vous serez favorable à ce que Alpha Condé, qu'il soit autorisé, qu'il soit permis à Alpha Condé d'aller poursuivre son traitement à l'extérieur? Il y a quel intérêt de le garder à Conakry? Moi, je pense que tout ce qui est en rapport avec sa santé, avec sa dignité, c'est un humain. Quoi que je pense de lui, vous savez mon opinion sur Alpha Condé, mais je n'ai aucune animosité pour sa personne physique, encore moins pour son honneur et sa dignité en tant qu'humain. Parce que c'est moi-même d'abord, je me vois avant de juger les autres. Si c'est nécessaire qu'il se soigne ici ou ailleurs, il faudrait prendre les dispositions utiles pour que cela soit. Mais le souhait est que, quoi qu'il en sera, et que Alpha Condé puisse répondre de ses actes, ça, je ne changerai pas sur cette position-là. Mais sa santé, il faudrait bien qu'il soit au moins dans un état de santé qui lui permette de répondre aussi de ses actes. Parce que le souhait serait que pour une fois, nous avons un ancien président qui est vivant. Tous ses prédécesseurs, en dehors de ceux qui ont dirigé les transitions militaires, sont morts au pouvoir. Pour une fois, on peut lancer un grand symbole qui consiste à montrer aux uns et aux autres que nul n'est au-dessus de la loi. Fût-il un ancien président qui rendrait des comptes, à qui on va poser des questions par rapport à sa gestion, par rapport à la façon dont il a conduit le pays toutes ces années-là. Mais pour que cela soit, quand même, il faut que sa santé le lui permette. Maintenant, moi, je ne peux pas répondre de sa garantie par rapport à sa nocivité, parce que je ne néglige pas son caractère nocif. Je considère que Alpha Condé, ce n'est pas à son âge qu'il va devenir vertueux. C'est pas maintenant qu'il va changer. Il a toujours été vertueux, monsieur Ba. D'accord. Vous êtes assez dur là. Où nous en sommes nous démontre suffisamment s'il a été vertueux ou pas. Sa gouvernance parle pour lui. Je crois que chacun de nous peut sentir dans son assiette ou sur la route si Alpha Condé a été vertueux ou pas. Mais ce qui est important à savoir pour moi, c'est que il doit répondre de ses actes, mais c'est le CNRD qui doit prendre les dispositions utiles pour sa santé. Si c'est nécessaire qu'il se soigne ici. Il avait dit qu'il avait fait beaucoup d'hôpitaux, ça aurait été une occasion de se faire consulter dans une clinique de la place, ou bien qu'il se soigne ailleurs, mais toujours est-il qu'il ne doit pas échapper à la justice. Avec quelle juridiction? Toujours est-il que Alpha Condé ne doit pas échapper à la justice. On poursuit cette interview avec notre invité prestige dans un court instant. Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo.
Bien, avant de prolonger, de poursuivre cette interview, puisque Mirador c'est aussi de l'interactivité, M. Talibé Barry, on va donc prendre en compte les réactions, voilà, au même moment de ceux qui nous suivent. Mamadou Lamarana Diallo, mes respects et considérations au modèle du modèle, en le voyant, nous avons l'espoir et il faut qu'il soit constant, c'est Lamabank. Mamadou Djouma Mirador champion, bonjour M. Abouakar, je vous en prie, laissez mon beau-frère Kaba l'incontournable d'aller au bout de ses idées. Mohamed Magasouba sur Facebook, la question qui continue d'être posée depuis plusieurs années, quelle est la place de la société navale guinéenne dans les opérations portuaires en Guinée? En tant qu'armement national, elle devait jouer un rôle dans les opérations portuaires pour renflouer les caisses de l'État, mais aussi pour lutter contre la pauvreté par la création d'emplois pour de nombreux Guinéens, notamment la jeunesse. Ibou Diallo du modèle, bonjour Mirador, le modèle n'a pas attendu le MATD pour proposer une démarche méthodologique pour la mise en place d'un processus électoral qui aurait pu nous servir de canevas pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est toujours un plaisir d'écouter la pertinence du président Aliouba. Aliou Laurent Balaya Diallo, c'est pas qui a été chassé au Libéria parce que c'est une usine qui peut-être fabrique de la bière qui ne fait que jouer sur l'éducation nationale. Sois-nous Mohamed sur YouTube. Bonjour ma radio film. Nous ne sommes pas contre les actions de la CRIEF, mais contre les règlements de compte en contrepartie. Bax qui intervient également sur YouTube. La junte militaire au Mali est sincère, mais en Guinée, le CNRD se croit malin. Suleiman qui nous écrit, Suleiman Kadarbari. Bonjour à Abouakar, bonjour à tous les militaires. Le militaire guinéen et malien se croit très fort devant la communauté internationale. Abibba, c'est l'avant-dernier. Normalement, les camions maliens doivent envoyer leur coton jusqu'à Cancan et les camions guinéens partent les chercher pour envoyer au port de Conakry. Et Sonou Mohamed donc, qui revient. Bonjour à Bakar à l'équipe du jour. La CRIEF d'arnaque et les braqueurs continuent d'anéantir nos grandes élites en pleine grâce. Allez, Mirador continue avec un autre invité. Film FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, la suite avec vous à Koumba Diallo. Monsieur Aliou, je vous prie de tendre l'oreille puisque Ndiakanke a mis un chat dans ma gorge. Bien. Il est possible qu'une mission de la CEDEAO soit à Conakry. Qu'est-ce que vous en attendez? Et puis on a connu désormais la proposition de la durée de la transition. En tout cas, Mamadi Doumbouya a décidé de soumettre ce chronogramme-là au CNT. A-t-il tapé à la bonne porte ou quelle est votre lecture sur cette même durée? Est-ce que le CNT aurait une qualité de trancher ou quelle est votre proposition? Merci beaucoup. Alors, commençons par la dernière question. Nos propositions, nous n'avons jamais manqué notre devoir en tant que parti politique et vis-à-vis du peuple de Guinée, de l'opinion nationale et de nos autorités, de contribuer au débat national de façon qualitative. Vous vous souvenez, depuis le mois d'octobre, nous n'avons jamais cessé d'activer nos structures de réflexion à l'interne pour mettre à disposition nos idées, nos contributions par rapport à la bonne marche de cette transition, bien entendu aussi pour le futur de la Guinée. Nous avions présenté ici un premier document à un moment donné où vous nous aviez reçu, un document qui prenait en compte à l'époque le contexte et qui avait fait des simulations par rapport au délai des opérations que nous estimons essentielles pour nous permettre de conduire la transition de façon paisible et qu'on puisse sortir avec des élections qui permettront aux Guinéens d'élire ceux qui vont présider à leur destinée. Nous avons continué ce travail et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de présenter un autre document allant dans ce même sens. Bien. Qui a été réfléchi encore, qui prend en compte les derniers développements de l'actualité, notamment le chronogramme de 39 mois qui a été proposé par le colonel. Mais il se trouve que ce délai, au regard des opérations qui doivent être menées dans le cadre d'une transition, ce délai est excessif. Il est excessif. 39 mois, il est excessif. Il est excessif. Il est excessif dans la mesure où on nous parle de... J'ai vu ce que le ministre de l'administration du territoire a rendu public, une certaine, environ 10 axes
autour desquels ces 39 mois se justifieraient. Et en lieu et place, nous avons proposé 6 axes, 6 opérations par lesquelles on pourrait aller au terme de la transition. En lieu et place de 10 axes, vous en proposez 6. On en a 6. Il se trouve que déjà, il y a beaucoup d'incohérences par rapport à ce qu'ils entendent faire. Ils veulent mener des opérations qui ne sont pas liées. Lorsqu'on parle du recensement général de la population et de l'habitat, dont on pourrait se servir pour extraire un fichier électoral, il parle du RAVEC, le recensement à vocation d'état civil, et du fichier électoral. Si vous vous engagez dans la démarche technique, vous vous rendez compte que ce sont 3 opérations qui ne sont pas liées et qui ne sont pas forcément compatibles. Quand vous prenez le RGPH, qu'on appelle recensement général de la population et de l'habitat, son adossement légal d'abord. Son adossement légal est sur la base des lois nationales parce que c'est un pays qui peut décider souverainement de faire une opération statistique pour pouvoir évaluer ce qu'il a comme contenu en termes de population et en termes de parc immobilier, avec les habitants qui existent. Peu importe leur appartenance, à qui ils appartiennent, tous les bâtiments qui sont en Guinée ne sont pas pour les Guinéens. Donc on peut faire une opération statistique simplement pour évaluer. En général, ce sont des enquêtes ciblées. En ce qui concerne le volet population par rapport au RGPH, il se trouve que et les étrangers et les citoyens en conflit avec la loi, les prisonniers, tous ceux qui ont, quel que soit leur âge, quelle que soit leur catégorie sociale, et quelquefois même dans certains pays, on prend en compte certaines caractéristiques telles que la religion, la race. Par exemple, aux États-Unis, pour ceux qui en savent, où il est régulier de voir un formulaire administratif où on vous demande de cocher, par exemple, votre race, même certaines de vos préférences, alors que c'est un dossier, la religion, etc., etc. Et ces opérations-là, dans certains pays, elles se passent très souvent pour des besoins de redécoupage par rapport au système électoral. Aux États-Unis, par exemple, ça se fait tous les 10 ans pour permettre de procéder à un redécoupage pour les élus au niveau de la Chambre des représentants. Les élus à la proportionnelle, parce que chaque État doit envoyer proportionnellement à sa population, tandis que le nombre de sénateurs est fixe. Donc, c'est l'État qui décide de cela sur la base des lois locales. Donc, l'adossement légal du RGPH est fait sur la base des lois nationales selon la décision souveraine d'un État. Et sa durée de vie varie entre 8 à 10 ans en général. Alors, ce sont des opérations d'enquête statistique. Alors, quand vous prenez le RAVEC, le recensement à vocation d'état civil, que le Mali a fait, que d'autres pays ont fait. D'ailleurs, le RAVEC fait partie des causes qui ont amené les problèmes à Ibeka. Parce qu'un recensement à vocation d'état civil a été détourné pour en être des opérations d'enrôlement de nature électorale. Et il s'est trouvé que dans les fiefs de l'opposition, rien qu'à Bamako, il y a eu plus d'1 500 000 électeurs qui ont été omis, alors que l'objectif de l'opération, c'était de renforcer la qualité de l'état civil pour permettre à tous les citoyens de disposer d'une identité unique. Donc ça peut être source de conflit. Exactement, dans un fichier d'état civil. Et l'adossement légal du RAVEC, c'est sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1945, qui a été réaffirmé par les États membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, à travers la déclaration de Bamako d'avril 2000. Donc le RAVEC a été instauré dans les États francophones, surtout à travers cela. L'objectif, c'est quoi? C'est d'identifier chaque citoyen et de lui permettre d'avoir une identité unique. Qu'on ne peut pas reproduire. La biométrie est venue par la suite renforcer cet état de fait. Alors que le fichier électoral lui-même, le fichier électoral est fait pour des opérations uniquement électorales et qui ne concernent que les populations en âge de voter selon la loi du pays. Donc vous comprendrez à travers ces éléments-là. Et l'autre différence aussi, c'est le fait que ces opérations ne sont pas menées par les mêmes institutions. En Guinée, j'ai vu qu'on donne au ministère de l'administration du territoire un rôle qui ne peut pas être le sien. Par exemple, le RAVEC, le ministère de l'administration du territoire, puisque c'est le ministère tutelle des collectivités locales, peut y travailler. Mais par contre, le RGPH est une opération qui est dédiée au ministère du plan, effectivement, ou bien des instituts nationaux des études statistiques dans tous les pays du monde. Ça a toujours été comme ça, par le passé. Ce sont des opérations de planification pour le développement. Effectivement. Mais alors on mélange tout, on donne tout à celui qu'on veut et on veut faire croire qu'on veut avancer. Alors on ne peut pas, à travers, et puis le délai, la durée de ces opérations-là. Quand on prenait le RAVEC,
Quand vous prenez le RGPH, ce sont des opérations, par exemple le RGPH a une durée de vie limitée. On décide de le faire selon une période donnée par rapport à des objectifs statistiques donnés. Par contre, le fichier électoral, il est permanent. Il peut être révisé selon des mécanismes qui sont prévus par la loi. Le RAVEC aussi est permanent parce qu'un état civil, lorsqu'il est établi, il peut s'améliorer par le fait que certains, il crée des droits et des devoirs. Quand vous êtes marié, vous cessez d'avoir le même statut. Par exemple, vous n'êtes plus célibataire, vous êtes marié et ça change votre statut, ça vous crée des droits et ça vous crée éventuellement des devoirs ou ça vous enlève des droits ou des devoirs, peu importe. Donc, quand on voit la complexité de ces opérations-là, la différence entre elles, on ne peut pas nous présenter simplement un papier qui met tout là-dedans et au bout de tout, on nous dit 39 mois. D'où l'intérêt de discuter. 6 étapes. Lesquelles? 6 étapes. Pour quel délai? Pour quel délai? C'est mentionné dans le document, un délai de 25 mois a commencé par la période par laquelle la transition a commencé. Le 5 septembre. C'est-à-dire le 5 septembre. Pourquoi? Parce que quand vous voyez la feuille de route du Premier ministre, elle fait mention d'un certain nombre de priorités qui sont au nombre de 8 ou 7, je crois. La formation du CNT, la rédaction d'une nouvelle constitution, la mise en place de l'organe de gestion des élections, l'établissement du fichier électoral, dans le micro, s'il vous plaît, monsieur. L'organisation du référendum constitutionnel. Vous avez rappelé ça dans votre Exactement. document. Nous sommes adossés, notre réflexion s'est adossée sur la base de la feuille de route du Premier ministre. Vous prenez le gouvernement Exactement. En 9 mois, nous n'avons que le CNT sur l'ensemble des priorités de la feuille de route. 9 mois pour faire le CNT. Il faut combien de mois pour mettre en place un OGE, par exemple, l'organe de gestion des élections? Pour élaborer une nouvelle constitution. Pour élaborer une nouvelle constitution, il faut combien de temps? Il faut combien de temps pour avoir un fichier consolidé avec toutes les vérifications, procédures de vérification? Et il faut combien de temps pour organiser les élections locales, les élections législatives et les élections présidentielles? Dès lors que la volonté politique n'existe pas, quel que soit le temps qu'on prendra, il ne peut pas être suffisant. Par contre, nous avons estimé une transition, elle est faite pour ramener le pays à une situation normale. Pour un retour à l'ordre constitutionnel, les opérations à mener sont des opérations qui sont en rapport avec le processus électoral. Nous avons estimé qu'à ce stade, la première chose à faire, c'est de prendre une ordonnance, mais à l'issue vraiment d'un dialogue sérieux, pour mettre en place un OGE, l'organe de gestion des élections. Il faut que nos OGE soient mis en place et pour ça, nous avons proposé un Conseil national électoral composé de 11 membres qui sont des techniciens électoraux. Nous en avons dans ce pays et qui sont de bonne foi, mais un programme d'appel à candidature pour que cela soit examiné de façon très rigoureuse afin que nous ayons les 11 conseillers nationaux qui vont s'occuper du processus électoral guinéen. 11. Pourquoi 11? Parce qu'au niveau central, nous n'avons pas besoin forcément d'un grand nombre pour diriger les opérations de terrain. Au niveau des démembrements, c'est là où ça se joue. Très souvent, c'est la crise de confiance qui a amené les politiques à vouloir forcément être dans l'organe de gestion des élections parce qu'on se dit qu'à chaque fois qu'on a quelqu'un dedans, il peut nous remonter ce qu'on a envie de savoir et il peut être là pour défendre nos intérêts. Il faut faire en sorte que cet état d'esprit disparaisse et que cette suspicion-là, qu'elle soit levée. Donc nous avons estimé que 11 conseillers électoraux qui peuvent être nommés à travers une ordonnance, comme on l'a fait pour le CNT, comme on l'a fait pour la CRIEF et les autres, parce que nous sommes en situation d'exception, c'est la transition. On peut aller dans ce sens-là, mais on lance un appel à candidature et qu'on puisse éplucher, parce qu'il y a beaucoup d'experts électoraux ici qui ont des certifications à l'international et même au niveau local qui ont prouvé leurs compétences qu'on pourrait bien utiliser dans le cadre de ce processus électoral. Ça, c'est pour l'organe de gestion des élections. Et par exemple, sur cette question, qui est-ce qui doit diriger la sélection de ces membres de l'OGE? Ouais, justement, c'est l'autorité de transition à travers le CNRD, le gouvernement, mais a priori, il faudrait que ce soit un résultat ou un des résultats du dialogue politique que nous souhaitons. C'est-à-dire, ce n'est pas maintenant dans ce contexte-là où on demande carrément au CNRD et aux autres de s'engouffrer entre eux et de dire, voilà, vous nous avez demandé ça. Il faut être très prudent. L'intérêt pour nous d'avoir cette production en tant que parti politique, c'est de préparer nos arguments par rapport à un dialogue politique sérieux autour duquel, comme on l'a fait, parce que vous avez vu que certains, je n'ai pas de critique à formuler, mais c'était vraiment gênant pour moi de voir des plateformes politiques proposer des délais de façon fantaisiste, simplement selon des petits 33 calculs, mois, parce que, voilà, de 50 mois, un point de... Imaginez Aboubakar, est-ce qu'un acteur politique sérieux peut proposer une transition de 5 ans? Ça, c'est l'équivalent d'un mandat dans un pays francophone et plus d'un mandat dans un pays anglophone. Le mandat du président ghanéen est de 4 ans. Si on le fait
ça voudrait dire qu'on lance un clin d'œil à l'armée pour dire chaque fois que vous voulez le pouvoir, vous pouvez le prendre, vous faites un mandat sans être élu, et puis finalement, c'est pas du tout sérieux de la part mais que dire, parce que on est sur le premier axe de votre le deuxième document. axe, c'est l'établissement. Peut-être avant de déboucher sur le deuxième axe, et pour l'instant, ce qui est prévu, c'est une direction générale des élections au niveau du MATD. Et comment vous envisagez, vous appréhendez cette réalité? Mais en attendant, bien entendu, la nomination des cadres au MATD, mais selon les informations, il est bel et bien prévu une direction générale des élections. Oui, c'est cette manœuvre, c'est cette façon solitaire de faire les choses qui va créer surtout des problèmes. Le MATD ne peut pas se retrouver dans son institution et déterminer de quelle façon les élections peuvent se conduire sans pour autant que les compétiteurs soient associés à l'occasion d'un dialogue. Donc, précédemment, il a été annoncé qu'un OG sera créé, mais rattaché au MATD. Vous savez, il y a un exemple que très souvent les gens prennent et qui est vraiment biaisé parce que l'exemple est superficiel. Lorsqu'on parle du Sénégal, ils vous disent tout de suite « Ah, mais au Sénégal, on fait les élections, c'est l'État, c'est le ministère qui fait les élections. » C'est pas tout à fait vrai. Le ministère coordonne la manière dont les élections se déroulent, mais les élections au Sénégal font intervenir plusieurs organismes publics, mais qui sont rattachés à beaucoup de services. Imaginez par exemple, tout ce qui a rapport avec l'identification des populations doit être mené par le ministère de la Sécurité ou le ministère de l'Intérieur. C'est le seul département qui est habilité à délivrer un document administratif d'identité à un citoyen, par le fait de la police, par le fait de service des passeports, etc. etc. Donc, ce processus-là, parce que c'est par des vérifications d'identité qu'on enrôle un électeur. Si on n'est pas rassuré que cette vérification d'identité, elle est bien faite, ou cette identité, elle n'est pas bien établie, mais ça voudrait dire qu'on peut penser qu'un fichier électoral est conforme, alors qu'il est renseigné par des sources qui sont biaisées. Parce que si vous fabriquez une fausse carte d'identité à Boubacar, c'est cette identité qui sera mise dans un fichier. Si on dit que le fichier est sécurisé, mais si le document qui a informé le fichier ne l'est pas, ça voudrait dire que le fichier lui-même, il n'est pas sécurisé. Il n'est pas sécurisé. Donc voilà, en fait... Bien, deuxième axe alors, on va aller très vite. L'établissement d'un fichier électoral. Un fichier électoral, nous avons estimé que nous pouvons procéder à travers un recensement électoral, un recensement ciblé. Nous avons proposé la préparation, la formation de 6000 enrôleurs, agents, et le déploiement de 3000 kits. 3000 kits plus quelques-uns qu'on pourrait avoir pour éventuellement parer aux urgences ou peut-être à des situations de panne, etc., etc. Alors, si vous prenez 6000 agents recenseurs déployés sur l'ensemble du territoire national avec 3000 kits, donc soit 2 agents par kit. Aujourd'hui, les kits, on peut en faire des tablettes. On peut avoir des formules très simples qui ont une autonomie de batterie, une autonomie d'énergie, qui ne sont pas forcément liées au groupe électrogène, à toute la lourdeur. Vous vous fixez comme objectif que chaque kit puisse enrôler 50 personnes. Par jour? D'abord, 50 personnes par jour. Ça voudrait dire environ 7 ou 8 personnes par heure. Ce qui n'est pas impossible. Alors, pas du tout. Alors, des gens qui sont préparés. Au bout, vous aurez par jour 150 000 électeurs qui seront enrôlés sur l'ensemble du territoire national. Au bout de 30 jours, vous aurez environ 4 500 000 électeurs qui seront inscrits dans une base de données consolidée d'un site national. Et 450 000 électeurs, c'est à peu près le reflet du corps électoral en République de Guinée. On peut avoir une marge de plus ou moins, peut-être un peu plus dans l'environnement, parce que le corps électoral ne peut pas représenter plus de 55% de la population guinéenne, d'autant plus que la cartographie, c'est-à-dire la physionomie de la démographie guinéenne fait que nous avons l'une des populations les plus jeunes du continent. Ça veut dire ceux qui ont moins de 18 ans peuvent être dans l'ordre de 66%, 67% de la population. Donc ça voudrait dire que par là, c'est raisonnable que nous ayons un fichier électoral qui contient à peu près 45%, 48% de la population nationale. Ça va correspondre à ces 4 500 000 dont je parle. Donc, en un mois, on peut très bien le faire. Si on se donne une marge d'1 mois supplémentaire pour engager le processus de vérification des listes, de consolidation, de gestion des contentieux, etc., etc., après, pour la remontée, on aura un fichier électoral consolidé au bout de 2 mois. Donc, ça voudrait dire qu'en 60 jours, on a un fichier électoral correct qui peut être opérationnel. L'autre axe, c'est d'engager le référendum constitutionnel. La rédaction d'une nouvelle constitution. D'abord, la rédaction d'une nouvelle constitution. Si on dit dans ce document que nous voulons que l'OGE se mette en place à travers une ordonnance, c'est parce que les responsables techniques
de l'organe de gestion des élections peuvent beaucoup contribuer à la rédaction de la Constitution dans son volet code électoral et loi électorale. Parce que dans ce pays, on a toujours eu une loi électorale, on n'a pas de code électoral. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que la loi, elle est dépourvue de cadre réglementaire. Et chaque fois qu'il y a des situations à gérer au niveau local, à l'absence du cadre réglementaire, c'est-à-dire le vide qui s'est créé, chacun se substitue au vide et fait l'interprétation de son choix. Comment on peut déterminer, comment on peut faire ça? Et à partir de là, au lieu que ce soit soumis à la loi, c'est soumis à la bonne volonté des uns et des autres. Et vous savez combien de fois les gens manquent de bonne foi. Bien. Alors, pour corriger cela, par rapport au système antérieur, il faudrait que les responsables de l'organe de gestion des élections, le CNE, puissent contribuer à travers un appui, une orientation, des suggestions pour l'élaboration de la Constitution et des lois organiques qui sont en rapport avec le processus électoral. Maintenant, donc vous voulez me dire que ce travail d'élaboration de la nouvelle Constitution ne devrait pas venir ou incomber au CNT? Pas exclusivement. On peut faire en sorte que plusieurs organes soient associés. Bien. Parce que toute cette Constitution dont on va parler, il faudrait bien qu'elle reflète un ensemble d'idées que nous avons tous. Et puis que du vécu soit pris en compte. Parce qu'on a des expériences précédentes. Bien. Moi, je continue de croire, par exemple, que nos constitutions antérieures, telles que celle de 2010, elle a plutôt souffert du manque des grands hommes qui l'ont valorisée. Parce qu'elle était progressiste. Il y a beaucoup d'aspects qui étaient progressistes en son sein. Bien. Mais malheureusement, on a balayé ça. Permettez-moi de le retarder un peu. Mais là, on n'a plus assez de temps. Oui, il me semble très important. Vous dites ici quelque part que pour être plus explicite sur le fichier électoral, qui pour nous est systématiquement à refaire pour davantage d'exhaustivité, de fiabilité et donc d'acceptabilité, nous pensons que les éléments ci-dessous esquissés pourraient ressortir les moyens humains nécessaires, etc. Donc, en parlant de refaire, est-ce que là-dessus, vous êtes en parfaite contradiction avec, par exemple, M. Aliou Condé ici, qui disait qu'on pouvait améliorer plutôt le fichier existant? Donc, il a même dit que le fichier de 2020, qui a servi à la présidentielle de 2020, pour l'UFDG était acceptable. Mais écoutez, nous pensons qu'il faut faire une reprise du fichier électoral à travers une opération de recensement électoral. Le recensement électoral concerne une mise à jour du fichier existant. Non, pas une mise à jour forcément, parce que vous savez, il faut un nouveau fichier. Ce fichier, il a été tellement tripoté que moi, Aliou, j'ai du mal à savoir quel est son état actuel. Donc, je serais irresponsable. Vous n'êtes pas pour une mise à jour. Irresponsable de ma part. Systématiquement. Voilà, ce serait irresponsable de ma part de dire que ce fichier-là, on peut faire de lui tel ceci ou cela. D'autant plus que je n'en sais absolument rien de lui. Tout ce que je sais, c'est que beaucoup de Guinéens ont été empêchés de disposer de leur droit de vote, et particulièrement même nos compatriotes de l'étranger. Ça c'est un tort qu'on leur fait, étant donné qu'ils doivent participer. Bien, on va continuer sur le 4e point, Talibé. Vous parlez de l'impression des cartes d'électeurs et des divers documents électoraux. Mais ça, ce sont des opérations techniques simples qui font qu'une fois que vous avez les données consolidées, mais bien entendu, à chaque information, il faut lui affecter la carte afférente pour que la personne puisse disposer de l'outil qui lui permettra d'aller justifier son droit de mettre un bulletin dans une urne. Donc, on ne peut même pas, c'est même pas la peine de trop expliciter sur cette question-là, d'autant plus que si un travail en amont est fait par rapport à ce fichier, les autres opérations, nous avons indiqué selon, malgré que nous manquons de temps, selon quel délai ils peuvent se faire, mais au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de jours, on peut déjà, parce que ce sont des démembrements qui font ce travail-là, les cartes d'électeurs seront mises à disposition, chacun aura sa carte. Alors, quid de l'organisation des élections locales? Parce que justement, vous avez déroulé tous ces points sans mettre les délais, parce que vous estimez que votre chronogramme commence le 5 septembre. Oui, justement, parce qu'une transition commence le 5 septembre. Cette transition, elle commence le 5 septembre. On ne peut pas considérer que la transition commence le jour qu'on veut, parce que ce n'est pas responsable. Elle commence dès lors que vous avez pris. Sinon, moi je peux être élu président de la République demain. Je décide de prêter serment un an après. Et je dis que mon mandat court à partir du jour où j'ai prêté serment. Mais vous n'accepterez jamais ça. Parce que ce n'est pas ce qu'il faut. Lorsqu'une transition commence dès lors que vous avez pris le pouvoir, donc qu'on nous le dise ou qu'on ne nous le dise pas, pour nous, la transition a déjà commencé. Reste à savoir, vous savez, on avait publié un mémorandum que nous avions déjà adressé aux autorités de transition parlant de 18 mois à l'époque.
où nous avions indiqué ce qu'il fallait faire, notre premier document. Nous avons fait une extension sur 25 mois. Nous considérons que des mois ont été consommés sans que ces opérations ne soient menées. Toujours est-il qu'il faut être réaliste, voir les choses aussi telles qu'elles sont. Et c'est ce que nous avons fait pour faire en sorte que ces éléments soient intégrés. Par rapport aux élections locales, les élections nationales, nous pouvons les faire dans une sorte d'intervalle de 3 mois entre les élections. Il y a 10 mois que nous avons prévu. Parce que la tenue des élections, l'installation des élus jusqu'aux élections nationales ne peut pas nous prendre tout au plus 1 an si nous avons la volonté de bien faire les choses. Et on clôture les choses par l'élection présidentielle de la République. Nous avons questionné... Faut-il installer toutes les élections institutions couplées, apparemment? Non, pas des élections couplées, des élections à intervalle de 3 mois. Et locales. Les élections présidentielles et législatives, nous n'avons pas envisagé de les coupler pour plusieurs raisons. Parce que dans ce pays encore, il y a quand même un niveau de maturité politique qui est un peu bas par rapport à une bonne proportion de la population, le niveau d'alphabétisation. Si on met plusieurs bulletins pour différents scrutins dans une salle, il faudrait beaucoup de temps pour préparer les gens à savoir faire le choix, sinon on risque de mélanger tout et il faut être réaliste. Donc on peut attendre à cela un jour pour pouvoir faire l'économie du temps, l'économie des moyens, pour faire en sorte que nous ayons des élections. Moi j'ai une dernière question. Aliouba, est-ce que vous êtes prêt avec ce document, n'est-ce pas, pour une confrontation comme Ousmane Gawal l'a souhaité, votre schéma face au schéma du gouvernement pour démontrer par A plus B qu'il faut votre schéma de 25 mois, de 755 jours. De 755 jours, soit 2 ans, 1 mois. Donc au détriment de 39 mois de septembre 2020. Donc au détriment des 39 mois. Là où il y a problème. Est-ce que vous êtes prêt à ce débat scientifique? Parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut. Bien entendu. À la place des brouhaha et de tout le reste. De la confrontation intellectuelle. Bien sûr, oui. C'est ce que nous avons toujours souhaité d'ailleurs. Nous n'avons jamais le modèle, on n'a jamais fui le débat. Donc vous invitez Ousmane Gawal ici pour... Je ne personnalise pas, je ne sais pas qui sera choisi ici, mais dans un cadre qui sera choisi par le gouvernement. Je ne personnalise pas. Mais toujours est-il que notre objectif n'est pas de défier un individu, encore moins de démontrer quoi que ce soit par prétention. Mais d'abord, nous pensons envoyer ce document, comme nous l'avons fait avec le précédent, à travers des courriers recommandés à l'ensemble des institutions républicaines, aux partenaires de la Guinée. Et nous allons peut-être organiser un point de presse dans ces jours-ci pour inviter à la fois les acteurs guinéens, les acteurs politiques, les chancelleries internationales et tout le monde. Nous allons faire une préparation diapo très simple à comprendre et nous allons faire une projection pour partager nos idées avec l'opinion publique. Alors est-ce que le CNT est indiqué pour trancher sur la question de la durée de la transition du chronogramme? Non, nous ne pensons pas. Nous ne pensons pas parce que ce processus-là déjà... Talibé, l'inquiétude c'est quoi? Proposer 39 mois, proposer 1 mois ou proposer 10 mois. Vous le faites dans un contexte dont vous seul maîtrisez la façon de faire. Qu'est-ce qui nous garantit qu'au 38e mois, vous n'allez pas nous demander de vous en rajouter encore 50 mois? D'où la notion de chronogramme extensif. D'où l'intérêt de l'inclusivité, d'où l'intérêt du dialogue politique avec la présence des acteurs crédibles pour faire en sorte qu'il y ait une garantie morale par rapport aux engagements qui seront pris. Parce que si vous faites prendre les engagements par un individu ou par son petit cercle, ça voudrait dire que les mêmes peuvent venir créer des obstacles de tout genre par rapport à un chronogramme. C'est très facile. On va dire, oui, on nous a empêché de faire ceci, on nous a empêché de faire cela. Et finalement, il y a de l'extension. Donc, vivement l'ouverture du dialogue politique parce que, Wouri, pour répondre à ta question, tel que recommandé par l'Union européenne et les États-Unis, nous voulons nous préparer suffisamment pour qu'à l'occasion du dialogue politique, que le modèle puisse proposer aux Guinéens les schémas qui peuvent aider la Guinée à aller de l'avant. À sortir rapidement de cette transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Grand merci à vous, Monsieur Aliouba, président du modèle, qui était venu là pour exposer le contre-chronogramme proposé par le modèle. Oui, Akumba, en 10 secondes. En fait, nous avons appris que finalement, Monsieur Kassori Fofana et compagnie ne comparaîtront pas pour cause des grèves des gardes pénitentiaires. Ensuite, on le sait, le nouveau président de la Cour des comptes, Joseph Karuno, a pris fonction. Il a été installé par la Cour suprême. Et le commissaire général du gouvernement, Mamadou Saliou Diallo, aussi a également pris fonction. Bien. Nous avons appris qu'il y a des grands dossiers qui seront ouverts. Il n'est pas exclu que des gestionnaires publics soient aussi... Et même privés.
privés soient inquiétés. Les acteurs du secteur Partout privé où également. l'État a des intérêts, il me semble que cette cour va s'intéresser Bien. désormais. Grand merci Mohamed, merci à tous les Surtout 6. qu'elle ne soit pas une chasse aux sorcières. Bien, grand merci. C'est ce message de joyeux anniversaire de Noum Baldé aussi adressé à M. Antonio Soiré. Donc, grand merci à toi, cher Noum Baldé. Ça n'est terminé. Ibrahim Baben Diallo, Wali Design ont piloté cette émission techniquement. Derrière nous, c'est l'équipe de l'Intégré. On se reprend demain, mercredi, pour la suite de cette émission avec, pour inviter, si tout va bien, M. Yaya Sow, ministre des Infrastructures et des Transports, qui sera avec nous en plateau. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.